Des milliers d'heures de calcul gaspillées chaque jour, sur des modèles qui sont voués à l'échec dès la toute première itération. C'est assez fou, non? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, mais qui est souvent source d'une immense frustration. Les réseaux de neurones informés par la physique, plus connus sous le nom de PINs. Notre objectif va être de démystifier complètement leur mécanisme interne. On va établir un vrai diagnostic clinique de leurs échecs en mécanique et surtout, on va détailler les remèdes pour enfin les faire fonctionner. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Cette citation résonne profondément dans la communauté scientifique, car elle valide une réalité que l'on connaît trop bien. Sur le papier ou dans les tutoriels en ligne, tout a l'air magique. On y voit des réseaux qui tournent à la perfection sur des équations très simples. Mais attention, en recherche réelle et appliquée, que ce soit pour de la dynamique des fluides ou de l'hyperélasticité, c'est une toute autre histoire. Les échecs sont omniprésents. Il est vraiment temps de briser cette illusion de simplicité créée par les petits exemples académiques pour s'attaquer aux véritables pathologies de ces modèles. Au programme de notre explication aujourd'hui, 1. Le mythe du PIN parfait, 2. Les échecs de l'optimisation, 3. Les limites de l'apprentissage, 4. Les architectures avancées et enfin 5. Le guide pratique en mécanique. Première étape de notre analyse, le mythe du PIN parfait et la dure réalité de l'optimisation. C'est ici qu'il faut vraiment opérer un changement de paradigme fondamental. Sous le capot, ces algorithmes ne fonctionnent pas du tout comme on pourrait le penser. Contrairement à la bonne vieille méthode des éléments finis, un réseau informé par la physique ne résout pas directement l'équation différentielle. En fait, il résout un problème d'optimisation mathématique assez complexe. Son but, c'est de chercher inlassablement le point le plus bas, le minimum absolu d'une fonction de perte globale. Et c'est exactement là que le bas blesse, les échecs proviennent très souvent d'une mauvaise optimisation. Mathématiquement parlant, le réseau a largement la capacité de représenter la bonne solution spatiale, mais l'algorithme n'arrive tout simplement pas à l'atteindre. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les échecs de l'optimisation. C'est l'heure du diagnostic pour nos pertes et nos gradients. Faisons un petit examen clinique de ces défaillances. Le symptôme le plus classique, c'est la fameuse pathologie du déséquilibre. Imaginons un instant qu'une équation génère une perte de 1000 et que la condition limite génère un malheureux petit centième. C'est littéralement comme demander à un algorithme de soulever un éléphant d'un côté et une plume de l'autre. Évidemment, l'optimiseur va se focaliser à 100% sur l'éléphant, donc l'équation, et ignorer totalement des bords de notre pièce physique. Un autre souci survient quand les gradients se battent en dual, le réseau s'améliore sur l'équation mais détruit la condition initiale au passage. Le remède miracle, utiliser des pondérations adaptatives pour rééquilibrer tout l'apprentissage de manière automatique. Pour ne plus se heurter à ce mur, voici une routine de travail hyper rigoureuse qu'il faut absolument adopter. Étape 1, on normalise tout, les variables spatiales, le temps, les solutions, tout. Étape 2, on fait un pré-entraînement avec l'algorithme Adam pour stabiliser les premiers pas. Ensuite, il faut impérativement surveiller chaque perte de façon séparée et ajuster les poids. Et pour finir, c'est capital, on termine toujours l'entraînement avec un algorithme de second ordre comme le LBFGS pour trouver le minimum exact. C'est vraiment la base clinique indispensable avant de tenter quoi que ce soit d'autre. Passons maintenant à notre troisième partie, les limites de l'apprentissage, les fameux biais spectraux et les frontières. Même quand l'optimisation semble bien se passer mathématiquement, on peut tomber sur des pathologies beaucoup plus profondes. L'un des plus gros défauts, c'est le biais spectral. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les réseaux classiques adorent les basses fréquences. Les courbes lisses et douces, ils apprennent ça avec une facilité déconcertante. Par contre, face à des hautes fréquences, comme des fronts raides, des ondes de choc ou des couches limites microscopiques, là, c'est la catastrophe, le réseau s'effondre. Pour forcer l'algorithme à voir ces hautes fréquences, la solution consiste à modifier l'entrée avec des caractéristiques de Fourier ou bien à utiliser des fonctions d'activation très spécifiques comme sirène. Et il y a une autre limite structurelle qui est gravissime, l'imposition des conditions aux limites. Par défaut, on utilise des contraintes dites faibles. C'est juste une petite pénalité rajoutée dans la fonction de perte, ce qui ne garantit absolument aucune exactitude physique. En mécanique des solides, c'est un vrai danger. Un simple point d'ancrage qui est imparfaitement respecté va polluer et fausser l'intégralité du champ de contrainte de la pièce. La guérison passe par les contraintes fortes. L'idée, c'est de bâtir une forme mathématique de la solution qui respecte les bords de manière exacte, sans même laisser le choix à l'optimiseur. Toujours du côté des limites, l'échantillonnage joue un rôle énorme. Placer ces points de calcul de manière purement uniforme, c'est une erreur classique. En faisant ça, on passe à côté de zones physiques minuscules, mais pourtant
ultra critiques, comme la pointe d'une fissure. La vraie solution, c'est l'échantillonnage adaptatif. On concentre les points de calcul là où les erreurs mathématiques sont les plus fortes. Ah, et un mot sur les systèmes dits RAID, ceux qui mélangent des échelles extrêmes dans un même espace. Ils brisent complètement l'apprentissage standard. Ça demande impérativement de jouer sur les échelles et de découper le domaine en plusieurs petits morceaux. Bref, face à ce tableau clinique un peu effrayant, biais spectraux, contraintes molles et système RAID, on en vient forcément à se poser une question majeure. Comment la communauté scientifique parvient-elle à dépasser ces limites qui sont si profondément inscrites dans l'ADN des modèles standards? Eh bien, c'est tout l'objet de notre 4e partie, les architectures de réseaux avancés, les remèdes de la recherche moderne. Pour régler cette complexité multi-échelle, l'idée globale, c'est de diviser pour mieux régner sur l'espace physique. D'un côté, on a les XPIN. Ils découpent carrément l'espace et le temps en attribuant un petit sous-réseau à chaque zone. Ça simplifie le problème localement, mais en contrepartie, gérer les conditions à la frontière de ces zones complique grandement l'optimisation globale. C'est là que les FBPINs interviennent comme une alternative super élégante. Ils s'inspirent carrément de l'esprit des éléments finis. En utilisant des zones qui se chevauchent avec une base finie et une normalisation locale, on arrive à réduire drastiquement ce fameux biais spectral. Il y a aussi une évolution fascinante qui se joue au niveau même de l'équation mathématique. L'approche standard utilise ce qu'on appelle une formulation forte qui exige de calculer des dérivés d'un ordre très élevé. Le problème, c'est que ça crée souvent un chaos total d'instabilité numérique. Le remède moderne, ce sont les VPINs. Ils empruntent les principes variationnels pour utiliser une formulation faible, exactement comme on le ferait en méthode par élément fini. Conséquence, l'ordre des dérivés chute, ce qui rend l'algorithme extrêmement stable et surtout très bien adapté pour gérer les singularités en mécanique. Impossible également de ne pas mentionner une architecture absolue pour certains domaines, les CPINNs ou modèles conservatifs. Quand on travaille sur des problèmes de transport ou sur les fluides avec Navier-Stokes, l'approche classique échoue très souvent à conserver les flux correctement. Les CPINNs, eux, viennent garantir mathématiquement cette conservation et la continuité des flux entre les interfaces. C'est vraiment l'assurance qualité obligatoire pour être certain que la simulation ne viole pas les lois immuables de la physique des fluides. Ce qui nous amène finalement à notre 5e partie, le guide pratique en mécanique. Voici les prescriptions opérationnelles. Avant de jeter l'éponge et de déduire que l'approche neuronale ne fonctionne pas, il faut sortir sa checklist et vérifier scrupuleusement ses points. Les variables sont-elles parfaitement normalisées? Les unités physiques sont-elles bien cohérentes? Est-ce que chaque source d'erreur est surveillée de manière isolée? A-t-on donné un poids suffisant aux conditions aux limites? Les zones critiques ont-elles bénéficié d'un échantillonnage adaptatif? Et surtout, le LBFGS a-t-il bien été utilisé juste après ADOM? C'est une rigueur implacable, mais elle évite de blâmer la théorie quand il s'agit juste d'une petite erreur de réglage. Soyons impartiaux un instant en ce qui concerne la mécanique des solides. Pour les problèmes directs et simples, les méthodes traditionnelles par élément fini conservent largement la couronne, c'est imbattable. Par contre, là où le paradigme neuronal excelle véritablement, c'est sur les problèmes inverses. Quand il s'agit de découvrir des paramètres inconnus à partir de données expérimentales très rares, c'est brillant. Un petit conseil au passage, pour les grandes déformations, il vaut mieux privilégier les formulations lagrangiennes et les contraintes fortes. Et s'il s'agit de matériaux quasi incompressibles, alors là, une prudence extrême est de mise. Pour conclure, on peut légitimement se poser une question assez provocante. Sachant que le réseau standard à lui seul est souvent limité, l'avenir de la mécanique numérique ne réside-t-il pas tout simplement dans une hybridation totale? Une alliance parfaite entre l'apprentissage automatique et la fiabilité absolue des éléments finis? Cette fusion dessine très certainement la prochaine grande frontière de l'ingénierie moderne. C'est tout pour cette explication, en espérant que cela fournisse à tout le monde les meilleurs outils cliniques pour appréhender l'avenir de la modélisation.